crimes contre l'humanité, etc., pendant les élections, la Cour pénale internationale, qui déjà enquête depuis 2004 en République démocratique du Congo, avait tout à fait compétence de poursuivre les auteurs de ces crimes-là. Donc il n'y a pas eu de délégation spéciale pour les élections, non. Effet d'annonce de la part du gouvernement, peut-être ce qui a beaucoup joué. Jephté Kitita a une question à poser. Le jeune homme est debout, il est grand. Merci pour la parole. Affaire Thomas Lubanga. En juin 2008, la Chambre des grandes instances, de première instance, avait suspendu la procédure et avait ordonné la libération de M. Thomas Lubanga. Mais la Chambre d'appel n'avait pas approuvé cette décision. Qu'est-ce qui était la base de cette contradiction au sein de la Cour pénale internationale? Daphné Anaïatos. Oui, merci. C'est vrai que le procès a été suspendu et puis la Chambre d'appel avait renvoyé cette situation, redonné la situation à la Chambre de première instance en disant qu'il faut rouvrir la question. En juin 2008, c'était question de... Il y avait une... Attendez, c'était suspendu 2 fois d'ailleurs. Donc en juin 2008, c'était... C'était toujours en fait par rapport à des informations qui devaient venir en 2008, c'était des Nations Unies. Merci. Alors il y avait, oui, voilà. Le problème était que le procureur avait certains documents qu'il avait obtenus sous confidentialité à partir des Nations Unies, à partir de certaines ONG. Il n'avait pas donné ces infos à la défense parce qu'il y avait des accords avec les Nations Unies. Si il pouvait obtenir ces documents, c'était sous confidentialité. Le problème était que il avait aussi une obligation de disclose, de donner les noms, de donner les documents à la défense, mais il ne pouvait pas. Donc il était dans une situation de catch-22. Il pouvait pas choisir quoi faire. Soit il suit ses obligations à la défense, soit il suit l'accord qu'il avait avec les Nations Unies. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le chambre d'appel avait dit, OK, on va redonner cette question à la chambre de première instance. Et entre-temps, ils ont trouvé une solution et les Nations Unies avaient dit, d'accord, vous pouvez donner une certaine partie de ces documents à la défense. Donc, la situation a été réglée. Donc, c'est pour cela que c'était réglé et il n'y avait plus de suspension. Paul Madidi, vous voulez compléter? Oui, en fait, et puis pour la deuxième suspension, ce n'est même pas d'ailleurs l'objet de votre question, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu 2 suspensions en fait dans l'affaire Thomas Lubanga, ce qui d'ailleurs a rajouté un peu à ce que vous appelez procédure très longue, etc. C'est notamment pour ces 2 suspensions et puis d'autres raisons logistiques qui ont un peu allongé les choses. Mais comme a dit Daphné, la première suspension était due au fait que le texte dit que le procureur peut se permettre de garder une information pour une raison ou une autre. Mais seulement, voilà, en gardant cette information qui était à décharge, c'est-à-dire qui était bénéfique pour l'accusé, M. Thomas Lubanga, ça créait un doute qui profitait à l'accusé. Ça créait un déséquilibre, en fait, qui profitait à l'accusé. Les juges ont estimé qu'il fallait arrêter la suspension, enfin, qu'il fallait suspendre la procédure, parce qu'on se retrouve devant une situation où on a une information qui est peut-être capitale pour l'accusé, mais qu'on ne peut pas avoir. Qu'est-ce qu'on fait? On suspend la procédure. Mais le procureur a fait appel contre cette décision
Et finalement, pendant que la procédure était arrêtée, pas seulement d'ailleurs les Nations Unies, mais d'autres ONG ont accepté que le procureur donne ces informations-là, mais tout en couvrant l'identité, si vous voulez, des personnes qui ont donné ces informations-là. Et donc les choses sont reparties après là où elles s'étaient arrêtées. Dernière question, après je vous demanderai si vous avez un mot de la fin. Déjà ça sera, oui, ça passe très vite, je sais. Ça sera aussi un test pour voir si ce que vous avez dit depuis le début a convaincu la salle. Il y a un monsieur qui avait une question à poser par rapport à cette fausse perception de la partialité de la Cour pénale internationale qui serait faite pour les Africains. Je lui donne quand même la parole, je vais voir s'il change sa question. Monsieur Bouboul Kekela, vous avez la parole, vous êtes ici au milieu. Pour donner le micro, il est aussi au milieu là. Madame. Bonsoir. En fait, je crois qu'on a répondu. On a répondu à toutes mes questions. Je suis sûr qu'il n'y a pas une autre question. Convaincu. Dites la question que vous avez, Camille, vous aviez prévu. Non, c'est juste pour savoir pourquoi les crimes commis par les Américains, les Européens, ne sont pas poursuivis. Et vous avez eu la réponse. Par la CPI, oui. Vous avez la réponse. On a Très bien. répondu. Ok. Bravo à vous deux. Merci. L'émission se termine ici. Est-ce que vous avez un dernier mot? Je commence par la charité bien ordonnée ou peut-être la galanterie par Daphné Anayotos. Oui. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Merci pour votre intérêt. Merci pour toutes les questions très intéressantes. Et j'espère qu'on pourra continuer ce débat. On est là, nos portes sont toujours ouvertes. Et si vous avez d'autres questions après, si vous pensez aux choses que vous n'avez pas demandées aujourd'hui, vous pouvez nous contacter. On peut continuer. C'est toujours un débat très intéressant. Donc, même si vous n'êtes pas convaincu, comme monsieur a dit, ce n'est pas grave, on peut continuer à discuter. Non, moi j'ai dit qu'ils étaient convaincus. J'ai dit qu'ils étaient convaincus. Parce qu'il y avait une personne qui avait une question pour vous, qui la pose plus parce qu'il a eu la réponse. Bon, d'accord. Là, vous avez bien répondu. Tant mieux. Ça, c'était pour Daphné Anayotos. Paul Madidi, un dernier mot? Merci à tout le monde. Merci pour l'intérêt, merci pour vos questions. Retenez juste que la Cour pénale internationale ne serait pas venue s'il n'y avait pas, on n'avait pas commis des crimes graves en République démocratique du Congo. La Cour pénale internationale ne serait jamais venue si on avait des institutions judiciaires outillées, capables de juger nos propres citoyens. Il revient d'abord à chaque État de juger ses propres citoyens. La Cour pénale internationale est arrivée à l'invitation de l'État congolais. Si on avait, encore une fois, je répète, ça peut vous ennuyer, mais si nos États étaient suffisamment outillés, la Cour pénale internationale ne serait jamais venue. Elle est complémentaire, elle vient en assistance. Il faut aussi vous dire que tout ce qui se passe, en tout cas les procès qui se tiennent à la Cour pénale internationale sont faits de manière transparente, sont faits de manière équitable. C'est des procès équitables par des juges indépendants. Les accusés qui sont devant la Cour pénale internationale bénéficient de tous les moyens pour que leur défense soit faite de manière convenable. Merci beaucoup, Paul Madidi, porte-parole de la Cour pénale internationale. Merci à vous également, Daphné Anayotos, coordinatrice de la sensibilisation de la Cour pénale internationale. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce face-à-face. Cour pénale internationale face à 100 Congolais sur fond du premier jugement rendu par la Cour pénale internationale dans l'affaire Le Procureur contre Thomas Lubanga. Il fallait que les peuples congolais en sachent davantage. C'est pour ça que nous avons organisé cette émission. Merci à vous pour la fidélité à cette grande émission. On se retrouve rapidement pour, bien sûr, un autre grand invité de la classe politique congolaise. À bientôt. Au revoir.